Les super-pouvoirs peuvent être physiques, mentaux, acquis par hasard ou après une quête personnelle. Il en va de même pour nos CMO multitâches et capables de rendre leur entreprise future-proof, tout en jonglant avec les exigences de la World Company. Plutôt que de parler stratégie et performance, nous avons décidé de sonder la personnalité de certains marketeurs du CMO Council de Service Plan, un club exclusif lancé en 2017 à Munich et étendu à la Belgique en 2022, réunissant les directeurs marketing les plus influents du pays. Présentez-vous en quelques mots. Bonjour, je m'appelle Valérie Delaby, je suis Senior Marketing Manager chez Lace et depuis quelques années, je travaille pour l'Europe. Quel super pouvoir avez-vous acquis au long de votre carrière? C'est une très bonne question. Alors pour moi, le super pouvoir, qui est probablement un des plus importants, est le pouvoir de donner du sens. Donc je pense qu'en tant que CMO et dans le job qu'on fait tous les jours, c'est super important de comprendre pourquoi on fait les choses, soi-même bien évidemment, pour les équipes aussi, mais aussi de comprendre le consommateur et d'avoir une human centricity, comme on appelle ça. Donc, on parlait beaucoup avant de consumer centricity et maintenant c'est beaucoup plus human centricity, avec l'idée de comprendre le consommateur, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, afin de pouvoir offrir des produits et des solutions qui peuvent répondre à ses besoins. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de super important parce qu'on perd de plus en plus le contact humain. Hein. On a AI, on a toute la digitalisation, etc. Et je ne dis pas que c'est pas bien, pas du tout. Mais je pense que donner du sens et vraiment comprendre nos consommateurs, qui sont des humains, est un des super pouvoirs les plus importants. Et puis un deuxième super pouvoir que je pense qui est aussi super important, c'est l'humour. Que ce soit dans le cadre du travail, par rapport aux collègues, par rapport aux équipes, etc., mais aussi en tant que comment on approche nos consommateurs. Et je pense que ça a été prouvé de l'efficacité de l'humour sur les campagnes et sur l'impact que les campagnes peuvent avoir. Donc je dirais, OK, comprendre pour être sûr de lancer des produits et avoir des offres qui sont successful dans le marché, mais très certainement l'humour. Y a-t-il eu des moments précis qui ont permis de révéler vos super-pouvoirs? Alors moi, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai toujours été intéressée par le marketing. Et je sais que généralement, quand on veut faire du marketing, on fait une business school ou une école typiquement de marketing. Moi, j'ai étudié la psychologie économique et la psychologie du consommateur à l'ULB parce que j'avais vraiment envie de mettre l'humain au centre de mes études, de ma compréhension. Hein. Ça revient avec le super pouvoir dont je parlais avant. Mais malheureusement, en fait, quand on fait ce genre d'études, c'est aussi plus difficile d'entrer dans le monde du travail. J'ai eu la chance d'être engagée directement après mes études par l'ULB, parce que justement, ils trouvaient tout ce qui était psychologie du consommateur, c'était assez novateur à ce moment-là. Donc, ils m'ont engagée pour faire des recherches dans ce domaine-là. Je suis restée 1 an, je suis partie parce que j'avais envie d'aller dans le vrai monde. C'est bien de faire des recherches, mais on ne sait pas, OK, est-ce que quelqu'un nous lit ou pas. Je voulais vraiment avoir un impact. Et donc, je suis sortie de l'UNIF. Et ça n'a pas été facile parce que je voulais aller travailler pour des grandes marques. Mais avec mon cursus, c'était pas toujours, j'étais probablement pas toujours la meilleure candidate sur la liste. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé chez Danone. J'ai passé des tests chez Danone. Et le test que j'ai eu d'abord, bon, il y a les interviews qui s'étaient pas trop mal passées. Et puis le test que j'ai eu, c'était un test avec des questions sur calculer des marges, très, très business. Et j'ai fait ce test-là et je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai fait de mon mieux par rapport à ça. Et j'ai été rappelée par la suite en disant, voilà Valérie, ton interview c'était vraiment bien, bon le test c'est un peu limite, tu as eu 12 sur 20. Alors moi j'avoue, je me suis dit, waouh, 12 sur 20, finalement c'est plutôt pas mal. Et puis elle m'a dit, écoute, bon, on apprécie quand même les contacts qu'on a eus, etc. Donc on va quand même te faire passer l'assessment, etc. J'ai eu l'assessment, c'était avec la general manager à ce moment-là, qui s'est plutôt bien passé. Et à la fin de l'assessment, elle me dit, mais elle me repose des questions que j'avais eues justement à ce moment-là. Et je lui réponds. Je lui donne les bonnes réponses à ces questions-là. Elle me dit, mais enfin, pourquoi t'as pas répondu ça à ce moment-là? Je dis, ben, en fait, à ce moment-là, je savais pas. Je suis sortie de l'interview, j'ai appelé une amie à moi qui faisait des études business, justement, et je lui ai demandé, mais en fait, enfin, il faut répondre quoi à ça et comment tu calcules ça, quoi. Et je pense sincèrement que c'est ça qui a fait que j'ai été engagée. Sur le papier, j'étais probablement pas la meilleure candidate, mais ma volonté de vouloir comprendre et quand on ne sait pas, de pouvoir quand même trouver une solution, je pense que c'est ça qui a poussé au fait que je sois engagée.
Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse, mais j'ai été engagée chez Danone. C'était du category management. Puis j'ai eu de la chance d'être engagée chez PepsiCo. Et je suis maintenant chez PepsiCo depuis un peu plus de 12 ans, où j'ai eu la chance de faire de travailler dans différents départements, catégorie management, shopper marketing, ensuite du brand management. Je travaille dans le dark side, comme j'appelle dans les boissons, et puis dans le bright side au niveau des snacks et lace. Et là, ça fait depuis un peu plus d'un an et demi que je suis passée à l'Europe en tant que senior marketing manager pour lace et pour nos plateformes plus stratégiques. Donc un profil assez atypique. La chance de travailler pour PepsiCo, et chez PepsiCo, même si c'est une entreprise internationale, on a la chance de quand même pouvoir, à des niveaux plus locaux, gérer du end-to-end marketing. Et en fait, dans ma carrière, tous les projets sur lesquels j'ai pu travailler ont vraiment forgé mon approche, parce que c'était pas uniquement de la localisation et de voir, OK, comment adapter des choses globales à des marchés locaux, mais comment partir from scratch, j'ai envie de dire, en termes d'innovation également, et de pouvoir vraiment comprendre le consommateur du début à la fin pour offrir quelque chose de successful à la fin. Pour moi, c'est un drive dans le sens où euh, quand on lance des produits sur le marché, il y a énormément de produits qui sont lancés chaque année, il y en a très peu qui réussissent, honnêtement. Je sais plus, Nielsen parlait probablement 80% des innovations qui sont lancées sont délistées au bout de 1 ou maximum 2 ans. Et donc je pense que c'est ça et que c'est un vrai challenge du marketing aussi, c'est que on a cette envie de lancer des nouvelles choses et c'est poussé par le business aussi. Hein. Il faut du new news, les customers ils nous demandent aussi beaucoup de new news. Et je pense que parfois il faut pouvoir prendre le temps de lancer la bonne innovation au bon moment. Et pour lancer la bonne innovation, il faut comprendre le consommateur, obligé. Vous plutôt comme une héroïne tacticienne ou visionnaire? Alors, d'une manière générale, je j'aime pas trop mettre les gens dans des box. Et je pense que c'est un mix des deux qui est vraiment important. Parce que être visionnaire sans avoir une stratégie ou une bonne exécution, rien va se passer. Donc je pense que d'un côté, il faut être visionnaire parce que enfin, voilà, on peut pas penser short terme, mais il faut voir à plus long terme. Surtout quand on est leader d'une catégorie, c'est super important de définir à quoi, à quoi le futur va ressembler et comment on y arrive. C'est ça qui va driver les innovations également. Mais il va falloir mettre ça désolée, je parle parfois comme Jean-Claude Van Damme parce que j'ai l'habitude de parler en anglais, mais il va falloir vraiment arriver à mettre cette vision en œuvre et un bring to life de la vision, c'est super important. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que dans mon parcours, le fait d'avoir eu des expériences en catégorie management, en shopper marketing, en brand management, me rend plus forte en tant que marketeer parce qu'il y a aussi cette idée de l'exécution et est-ce que ça va marcher ou pas. Et je pense que c'est important d'avoir les deux. Et même si c'est pas toujours facile, parce que parfois c'est un peu conflictuel, mais moi je me situerais au mieux par rapport à ça. En tant que CMO, essayez-vous, comme une super-héroïne, de rendre le monde meilleur? Mais de un, j'ai la chance de travailler pour une compagnie qui ne focus pas uniquement sur la performance. On a cette plateforme PepsiCo Positive qui a été développée et qui est vraiment une vision importante pour nous. Donc, d'une manière générale, tout le monde le vit, j'ai envie de dire. Ça fait partie de nos objectifs. Quand on travaille sur des projets, c'est aussi toujours pris en compte. Hein. Pour l'instant, par exemple, je travaille sur un projet d'innovation et tout ce qui est impact sur la planète, sur le consommateur, etc., est un KPI qui est maintenant toujours pris en compte. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Donc, d'un côté, il y a le rôle que l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, la vision, etc., euh, euh, définit et suit. Je pense clairement qu'en tant que leader, on a vraiment un rôle important à jouer à ce niveau-là. Il y a énormément de jeunes qui sortent des écoles qui se disent OK, mais les grandes marques, non, moi je veux aller travailler pour les plus petites marques qui sont plus sustainable, etc. Aucun souci avec ça, mais je pense que nous, en tant que leader, on a une vraie responsabilité et que parfois même changer une petite chose va avoir un énorme impact vu la taille qu'on a. Quoi. Donc je pense qu'on a une énorme responsabilité. Hein. On dit, je pense que c'est Spider-Man qui dit avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Je pense que
plus on travaille dans des grandes entreprises comme nous, plus on a de responsabilités. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'aider les consommateurs, d'aider les gens à faire les meilleurs choix. Je pense que c'est important de les laisser décider aussi, mais nous, de faire des choix stratégiques pour pas seulement les influencer, mais de nouveau pour les aider à faire les meilleurs choix. Donc, par exemple, d'un point de vue produit, ben, on essaie de diminuer le sel qu'on a dans nos produits, le sucre qu'on a dans nos produits, ou le gras, par exemple. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille assez fort. Et d'un point de vue marketing, bah, c'est au centre aussi de nos préoccupations. Et de, comme je le disais, on travaille sur des innovations. C'est quelque chose d'important. Et puis, on a un portfolio, on a la chance d'avoir énormément de produits de marques différentes. Et on peut aussi faire des choix stratégiques. C'est pour ça qu'on a lancé, par exemple, la marque Ovenbaked, qu'on supporte de manière consistante d'année en année, et on essaye de faire découvrir ça aux gens. Hein, il y a moins de graisse, par exemple. Et ben, comme ça, on essaye de faire connaître ça aux consommateurs et au final leur laisser le choix du produit en toute connaissance de cause. Est-il plus confortable pour un CMO de travailler sur un marché local plutôt que global? Alors, clairement, Lay, c'est une marque globale avec un positionnement global. Je pense que c'est important de garder de la consistance d'un marché à l'autre. Par contre, on voit qu'il y a quand même énormément de différences au niveau local. Un simple exemple, c'est au niveau des goûts et les goûts qui fonctionnent le mieux. Bah, si on compare la Belgique aux Pays-Bas à la France, c'est assez différent. Par exemple, en Belgique, paprika va être un goût prédominant. En France, il n'y a pas paprika. Enfin, il y en a, mais ça reste très petit. C'est plutôt barbecue. Donc, on voit vraiment, si on part sur des pays plus comme la Pologne, par exemple, et ben, des goûts chanterelle and cream, par exemple, ben, c'est des goûts qui marchent super bien. Alors que chez nous, ce serait un peu... si on va plus loin que l'Europe, en Asie, les goûts crabe, homard, etc., c'est des goûts qui marchent bien. Par contre, chez nous, je pense pas que ça marcherait au jour d'aujourd'hui. Bien que j'ai déjà goûté, honnêtement, c'est plutôt bon, mais il y a encore une barrière assez forte pour chez nous. Donc clairement, oui, on a une marque globale, on doit avoir de la consistance à travers les différents pays, mais il y a des nuances locales, on doit en tenir compte. Et quand on crée des campagnes, on doit s'assurer qu'elles soient relevantes pour les différents pays. C'est pour ça qu'en Belgique, par exemple, on a eu Iconic Local Flavor avec des goûts typiquement belges, par exemple, ou même dans les campagnes qu'on peut avoir avec des influenceurs, etc. On est très flexible à ce niveau-là. C'est pour ça que maintenant, dans mon rôle européen, je travaille énormément avec les marchés pour s'aligner sur la stratégie, de s'assurer que la stratégie est une stratégie qui peut marcher dans les différents pays, et puis de voir, OK, quelles sont les nuances au niveau des pays et comment eux, ils peuvent amplifier le travail que nous, on va faire au niveau européen. Parce que de nouveau, en fonction de la culture, il y a des choses qui sont vraiment différentes de comment les gens consomment nos produits. Je dis pas, genre, je parlais des goûts juste avant, mais aussi des occasions de consommation qui vont être différentes. Je me rappelle, on était sur un tournage d'une publicité et je travaillais avec notre agence interne qui est basée en UK. Et on était en train de filmer et sur la table, on voulait mettre des boissons. Et ils avaient mis du jus d'orange. Moi, personnellement, si je mange des chips, je ne vais pas boire du jus d'orange avec des chips. Par contre, en UK, bah, ils auraient plus tendance à manger des chips avec du jus d'orange, tout comme ils mangent leurs chips à midi ou mettent ça dans leur sandwich. Donc, je pense que si on veut être relevant par rapport aux consommateurs et construire ce lien émotionnel avec le consommateur, on doit comprendre comment il consomme, on doit comprendre ce qu'il veut et on doit pouvoir s'adapter localement, tout en étant une marque globale. Les CMO ont de moins en moins de marge de manœuvre et d'influence, vrai ou faux? Honnêtement, c'est pas quelque chose que je ressens. Je ressens toujours cette pression, notamment commerciale, et des équipes commerciales envers marketing. Il faut de la nouveauté, il faut dynamiser la catégorie, et je pense que c'est aussi ce que les clients attendent de nous. Je pense qu'il y aura toujours cette tension au niveau des budgets marketing et quand il faut trouver un peu d'argent, ben voilà, c'est toujours le CMO qui doit aller se battre pour essayer de défendre le budget marketing avec cette notion de short term versus long term as well. Mais ouais, au contraire, j'ai quand même l'impression que le marketing reste très important. Je pense aussi, on vit dans une société
avec beaucoup d'inflation, etc. C'est pas toujours facile. Et on a d'autant plus besoin du marketing et de driver des marques fortes pour pouvoir gagner sur le court et sur le long terme aussi. Alors peut-être on sauve pas des vies en tant que CMO, mais au moins on sauve notre budget marketing quand ce genre de discussion arrive. Mais honnêtement, moi j'ai pas du tout le sentiment que ce rôle devient moins important. Au contraire, on est challengé pour justement innover et innover dans le bon sens. Quel a été le plus grand défi de votre carrière? Alors, je sais qu'on parle beaucoup de la sustainability et comment on fait évoluer nos produits, etc. Et c'est très clairement un challenge. Moi, personnellement, le gros challenge que je vois également, c'est tout ce qui a trait à la créativité. Je pense qu'on vit dans un monde où on sait qu'on veut être plus créatif, on sait qu'on veut avoir de l'impact, stand out par rapport aux autres marques, etc. Que c'est que les consommateurs sont vraiment bombardés de stimuli tout le temps et que c'est vraiment difficile. Si on regarde aussi le landscape média, ben, on se rend compte que voilà, on est 15 secondes ou 20 secondes à la télévision, qu'au niveau digital, on a 1 à 2 secondes pour délivrer un message. Ah oui, mais non, parce que je pense que le problème, c'est comment est-ce qu'on peut être créatif si on doit rentrer de nouveau dans des boîtes qui sont préformatées. Je pense que ça, c'est un grand challenge. Donc voilà, donc je pense que la créativité, c'est vraiment un grand challenge parce que justement, tout est formaté maintenant. On doit rentrer dans des boîtes avec ce qu'on fait. Et voilà, et quand je regarde ce qu'on voit à la télé, c'est pas tellement créatif, c'est très descriptif. Et je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Toutes les pubs maintenant qu'on voit, c'est vraiment expliquer quel est le produit. Et on manque un peu, je sais pas, effectivement, d'émotionnalité, si je peux dire, et de créativité et d'humour. Qu'attendez-vous de vos agences partenaires? Donc voilà, j'attends de la créativité, on en a déjà parlé. Je pense que ça, c'est clair que c'est quelque chose d'important pour moi et pour les différentes marques, pour les différentes entreprises, parce que c'est effectivement un challenge. J'attends aussi qu'on puisse collaborer et collaborer au niveau de la créativité également. Donc souvent, on voit que, et parfois à juste titre aussi, mais qu'il peut y avoir un peu de la tension entre les agences créatives et les annonceurs aussi, parce qu'elles vont penser qu'on a tendance à faire leur travail ou leur dire, ou déjà venir avec un brief où en fait on sait déjà ce qu'on veut dans notre tête. Je pense que moi, le plus important, c'est de co-créer, je trouve. Parce que surtout quand on parle de créativité, oui, on peut avoir des grands créatifs dans des agences, mais ça vient pas comme ça, je pense. Et je pense que si on peut s'auto-inspirer et discuter ensemble, on va pouvoir aller beaucoup plus loin aussi. Donc pour moi, ce qui est important, c'est sans faire le job des agences, mais d'avoir chacun sa propre valeur ajoutée et de pouvoir co-créer en fait. Parce que nous, on comprend nos consommateurs, nous, on comprend la marque le mieux possible, et eux, ils ont leur expérience, ils ont la créativité qu'on n'a pas toujours. Donc j'attends vraiment de pouvoir co-créer. Parvenez-vous à consacrer assez de temps à ces agences en dehors des briefings? C'est aussi une bonne question parce que je pense que de plus en plus, euh, on travaille énormément. Il y a énormément de choses à faire. Il y a cette balance entre le court terme et le plus long terme aussi. Et je pense que euh, ce pourquoi un grand nombre de CMO payerait aujourd'hui, c'est du temps pour penser. Moi, personnellement, j'ai l'impression de pas avoir assez de temps pour penser. Donc, je comprends le challenge de se dire, OK, on veut co-créer, mais est-ce qu'on a le temps de le faire et de le faire de la bonne manière? Après, pour moi, tout dépend des objectifs qu'on a. Et de nouveau, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de le faire. Ça vaut la peine de s'entourer des bonnes personnes. Euh, mais c'est clairement un challenge. Comment gérez-vous le stress au quotidien? Alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de work-life balance, et je veux pas mentir, c'est pas toujours facile. Et je vais pas être très originale dans ma réponse. Je pense que pour moi, le sport, c'est un truc super important. Je vais pas non plus être très originale, mais le paddle. J'ai commencé le paddle il y a un peu plus de 2 ans.
et ça a changé ma vie. J'ai l'impression de vendre le paddle ici, mais ça a vraiment changé ma vie parce que ça m'a fait découvrir énormément de nouvelles personnes. On part en vacances ensemble, on fête nos anniversaires ensemble. Et voilà, et chaque fois que je les vois, donc c'est pas uniquement le sport fait du bien, mais de voir tous ces gens, de rencontrer des nouvelles personnes, en fait, ça donne énormément d'énergie. Et c'est de l'énergie qu'on peut remettre dans son travail par la suite également. Un conseil ou un message aux jeunes qui veulent devenir CMO? Alors le conseil que je donnerais, c'est si c'est ce qu'ils veulent vraiment, ou si c'est ce qu'ils veulent vraiment, c'est d'y aller à fond. Et j'expliquais précédemment, hein, j'ai mon parcours un peu atypique. J'avais peut-être pas le diplôme pour pouvoir aller en marketing, mais le fait de rien lâcher et le fait de se donner les moyens d'y arriver, c'est le plus important, quoi. Donc oui, ce sera pas toujours facile, euh, mais si on veut vraiment, ça fait partie d'un de mes leitmotivs aussi, hein, si on veut vraiment, on peut. Donc ce que je dirais, c'est il y a beaucoup de challenges au niveau du marketing. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du marketing. C'est aussi pas toujours facile de trouver le job quand on sort de l'école. Mais je pense que la persévérance et cette volonté de changer le monde à sa façon peut faire, je pense, toute la différence. C'est ainsi que se termine cet épisode. Un immense merci à notre invité du jour pour avoir partagé son expérience, ses insights et un peu de ses super pouvoirs avec nous. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas les prochains, où nous continuerons de dévoiler les talents cachés et les pouvoirs extraordinaires de ceux qui façonnent l'avenir du marketing. Une collaboration Service Plan Group et Média Marketing.